je crois que les Français ont le sens du débat, c'est un peuple politique. Et c'est une des raisons pour lesquelles la France est aussi passionnante à observer, même quand on n'est pas français. Oui, c'est une analyse partagée. C'est vrai qu'on est un peuple qui débat énormément et il n'y a qu'à voir le nombre d'émissions qu'on peut regarder. C'est impossible de tout voir et quand on travaille dans la politique d'ailleurs, c'est un des grands défis, c'est d'arriver à tout regarder, tout suivre. Comment vous avez vécu ce débat et comment vous voyez le débat sur le gaullisme aujourd'hui en France, l'état du débat? Est-ce qu'il y a des gens en France qui ne se revendiquent pas du gaullisme encore aujourd'hui? D'abord, c'était un débat passionnant et très sympathique. Moi, je connaissais Mathieu Bocoté, ses interventions télévisuelles, mais on ne se connaissait pas. Donc, ça a été l'occasion de me confronter au personnage médiatique qu'il est et puis de partager ma vision du gaullisme avec la sienne. On a été d'accord des fois, on n'a été pas d'accord à d'autres moments et c'est aussi ça qui fait la richesse d'un débat. Je crois que c'était intéressant aussi de se parler de gaullisme et de visions différentes du gaullisme parce que on en entend tellement parler dans les médias et tout le monde se l'approprie. Il y avait quelque chose d'important de reposer des fondamentaux, de reposer ce qu'était le gaullisme, de reposer un petit peu son histoire, ses débats, ses grandes lignes. Et moi j'ai passé un très bon moment et puis j'espère que ceux qui regarderont aussi cette vidéo passeront un bon moment, se poseront des questions, auront peut-être envie de creuser plus loin. On n'a pas pu tout voir, le sujet est tellement immense et passionnant et peut-être qu'ils auront aussi envie de voir d'autres interventions de l'un et de l'autre et de creuser avec nos visions des choses. Ah ben, c'est un débat serein et passionnant. Ça nous rappelle, soit dit en passant, qu'un débat intéressant ne doit pas nécessairement se faire à coup de clash. Alors, il peut y avoir quelquefois des chocs de vision, mais je crois à la courtoisie, je crois au débat éclairé, je crois au débat où il y a des arguments plutôt que comme vous dites, des punchlines, on dit en France. Donc je trouve que c'est tout à fait passionnant. Et par ailleurs, sur la question du gaullisme, c'était une référence tellement aujourd'hui flottante, désincarnée, on ne sait plus exactement à quoi ça fait référence, sinon que c'est un mot qu'on doit utiliser pour s'inscrire sous une légitimité autorisée. Donc, pour prendre la peine de définir ce qu'est le gaullisme, définir l'héritage général de Gaulle, définir ses différentes actualisations possibles, je pense que c'est un travail de clarification, je dirais même d'hygiène démocratique, pour savoir finalement de quoi on parle. Est-ce que vous pensez qu'on débat assez en France, que ça soit médiatiquement ou même plus personnellement dans les vies quotidiennes? Oui, croyez-moi. Là-dessus, ne sous-estimez pas votre bonheur. Il y a d'autres sociétés dans le monde occidental où le débat est à peu près absent. Vous avez une présence de la vie intellectuelle, de la vie des idées au cœur de l'espace public ici. Elle n'est pas cantonnée dans l'université, elle n'est pas cantonnée dans les revues confidentielles, elle est au cœur donc de la télévision, elle est au cœur de la radio, tous les politiques se doivent de se prendre un moment pour un philosophe pour être capable de marquer leur crédibilité dans l'espace public. Ils doivent écrire un livre ou en faire écrire un. Donc je pense que non, je crois que les Français ont le sens du débat, c'est un peuple politique. Et c'est une des raisons pour lesquelles la France est aussi passionnante à observer, même quand on n'est pas français. Oui, c'est une analyse partagée. C'est vrai qu'on est un peuple qui débat énormément et il n'y a qu'à voir le nombre d'émissions qu'on peut regarder. C'est impossible de tout voir et quand on travaille dans la politique d'ailleurs, c'est un des grands défis, c'est d'arriver à tout regarder, tout suivre, tellement il y a d'émulation dans les débats TV, vidéos, réseaux sociaux, chaînes YouTube maintenant et c'est à la fois passionnant. Tout n'est pas de qualité, tout n'est pas du même niveau, et en même temps, tout amène à des visions, des confrontations, des choses intéressantes. Après, peut-être pour faire un petit distinguo, je trouve qu'on a trop souvent en France justement la passion du clash. Ah bah oui, c'est très français. Et c'est quelque chose qui peut être parfois un petit peu agaçant parce que on a l'impression que si on vient pas proposer quelque chose d'horrible ou qui fasse le buzz, bah, c'est pas intéressant, les gens vont pas regarder. Les fonctionnements d'ailleurs de référencement de vidéos ou autres, ou les sorties sur les réseaux sociaux sont souvent des choses qui clashent et ça nuit un petit peu à des propos parfois plus intéressants, des émissions plus longues où on prend le temps de rentrer dans les sujets. On se parlait tout à l'heure hors antenne du sujet des livres. Faut-il encore écrire des livres? À quoi ça sert d'écrire et de lire des livres quand toute l'information peut se trouver en ligne? Et une des conclusions qu'on avait de cet échange, c'était que quand on achète et qu'on lit un livre, on est obligé de lire tout ce qui vient avant l'information qu'on recherche. Et du coup, on se cultive, on écoute, on se pose d'autres questions. C'est un petit peu la même chose avec les débats en France. C'est difficile, c'est pénible d'écouter tout un débat alors qu'on cherche une information à un moment de clash. Mais si on prend le temps d'écouter tout le débat, on peut s'ouvrir beaucoup plus qu'en regardant simplement un extrait vidéo. Quel est le ou la débatteur, débatteuse en France que vous aimeriez voir au crayon ou qui plus globalement vous inspire, avec qui vous pourriez ne pas être d'accord, mais qui rhétoriquement vous trouvez très intéressant? Ma réponse va vous décevoir, mais je pense moins en termes de débatteur que d'interlocuteur.
Et il y a des gens que j'estime profondément et qui sont, par ailleurs, lorsqu'ils sont en débat l'un avec l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont en confrontation violente. Le débatteur ne veut pas forcément dire en confrontation. Non, mais ce que je veux dire, c'est la figure du débatteur, c'est-à-dire c'est aussi quelquefois une figure, justement, Monsieur Punchline. Or, moi, en ces matières-là, j'ai une immense estime, par exemple, pour Alain Finkielkraut, une immense estime pour Pierre Manant, presque votre homonyme, pour Marcel Gauchet, je pourrais en nommer d'autres, des gens, Jean-Pierre Le Goff, Jacques Julliard, qui font un travail intellectuel tout à fait essentiel, et lorsque ces gens-là se parlent d'une manière ou de l'autre, on en sort plus intelligent. C'est-à-dire, ça permet d'éclairer la situation. Ça, c'est le pari aronien, hein, Raymond Aron. Donc, moi, je le vois comme mon maître intellectuel. Il est mort quand j'avais 3 ans, donc c'est une relation désirée. Mais il y avait cette belle formule, il disait, il faut penser l'histoire qui se fait. C'est-à-dire, quel est le moment historique qui est le nôtre? Chercher à comprendre le moment historique qui est le nôtre, et ça, je pense que c'est une tâche pour l'intelligence politique, chercher à décrypter la situation historique qui est la nôtre, et de ce point de vue que les gens débattent, échangent, s'entretiennent, ou réfléchissent à voix haute, moi, je suis très heureux d'être témoin de tels échanges. Peut-être pour aller dans ce fil et sans avoir de personnalité parfaite ou idéale, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant et qu'on a beaucoup fait pendant cet exercice, c'est aussi de redonner du contexte. Redonner l'histoire pour permettre justement d'avoir un débat plus sain, plus en profondeur, parce que plus éclairé, parce que les personnes qui ont été là ont permis aussi de reposer quelques bases et ensuite de rentrer dans les questions et dans les débats et dans les contradictions. Et alors, je plaide pour ma propre cause étant historien, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un historien sur le plateau parce que c'est pas forcément celui qui aura l'avis le plus intéressant sur la situation actuelle, mais c'est celui qui apportera le plus de regard sur le long terme, de profondeur, de comparaison avec d'autres crises, de réflexion sur les origines de telle ou telle pensée. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des historiens du politique en France qui sont très intéressants. Alors, beaucoup ne sont plus avec nous, et je pense notamment à Georgette Elguet, qui était l'une des spécialistes de la 4ème République, qui est disparue il y a quelques années. Mais quelqu'un comme Arnaud Tessier, par exemple, qui est l'un des spécialistes de la 5ème République, c'est quelqu'un de passionnant, qu'on a la chance de connaître tous les deux, et qui serait, à mon avis, très intéressant sur le plateau, parce que c'est à la fois un historien, c'est un historien du pouvoir, donc il s'est intéressé à des personnalités comme Richelieu, il s'est intéressé à des personnalités comme Philippe Seguin, il fait beaucoup de comparaisons, et je trouve que, pour ne citer que lui, mais on pourrait en citer des dizaines d'autres, quelqu'un comme Jean-Pierre Bas, qui est un historien spécialiste de Jacques Foccart, personnage mystérieux au possible, c'est des gens qui arrivent à démystifier des mythes populaires, ramener de l'histoire dans le débat, et en ramenant de l'histoire, en ramenant de l'objectivité, finalement, à permettre une critique peut-être plus aiguë et plus en profondeur. Et la dernière question, c'est est-ce que vous avez une phrase, vous en citiez une juste avant, est-ce que vous avez une phrase qui au quotidien, de vous ou de quelqu'un d'autre d'ailleurs, qui au quotidien vous inspire, vous motive, vous fait réfléchir, vous fait méditer? Je peux dire des citations qui m'inspirent d'une manière ou d'autre. Je ne sais pas si je fonctionne au quotidien, mais une formule de Finkielkraut que j'aime bien, c'est « on ne pense pas par soi-même de soi-même ». C'est-à-dire, c'est par le détour des œuvres, c'est par le détour de la réflexion, qu'elle soit historique, littéraire, par la lecture des grands textes que on trouve le moyen finalement d'apprendre à penser par soi-même, par le détour de pensée autre, approfondie, ainsi de suite. Et puis pour ce qui est une phrase que je me répète tous les jours, mais celle-là n'est pas digne d'être citée, je la mentionne simplement parce qu'elle guide mon action, c'est toujours je fais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, vous savez, il y a des bons jours, des mauvais jours, il faut jamais croire les compliments qu'on nous fait, il faut jamais croire les insultes qu'on nous lance, il faut jamais croire le buzz qui est autour de nous, et il faut pas s'effondrer non plus dans les jours de tempête, on fait ce qu'on a à faire, puis globalement, en dernière instance, si on était fidèle à ce à quoi on croit, puis on a fait son travail. Ben, ça va être difficile de trouver une citation aussi impressionnante. Non, moi il y a une citation que j'aime beaucoup et que j'avais pendant longtemps inscrit dans des petits carnets où je prenais des notes. C'est une citation de Fernand Braudel, qui est un historien qui est spécialiste notamment de l'histoire de la Méditerranée, et donc pas seulement d'un pays, d'un peuple, mais du bassin méditerranéen comme bassin d'échange. Il écrit quelque chose que je trouve fantastique, c'est « Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va ». Et il y a quelque chose qui est hyper intéressant, ça veut dire, avant de se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la société, qui on veut élire, quelles sont les réformes à mener, il faut savoir d'abord ce qu'on a fait, le critiquer, se dire si c'est bien, si c'est mal, pourquoi on veut le faire évoluer, comment on veut le faire évoluer. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut s'appliquer à énormément de choses, des décisions personnelles, des réflexions politiques, des réflexions historiques. Et moi, en tout cas, c'est un principe qui me guide beaucoup. Réfléchir à ce qu'on a fait, d'où on vient, pour finalement réfléchir à où on peut aller. Pierre, Mathieu, Maison du Crayon, merci beaucoup. Merci à vous. Cette émission du Crayon est maintenant terminée. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour nous donner aussi votre avis en commentaire. C'est très important de savoir ce que vous en pensez.
N'hésitez pas à débattre, évidemment dans le respect. On se retrouve très bientôt.